Hello, bienvenue à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que j'avais pas streamé depuis le mois de juillet, je crois, même peut-être même fin juin. J'espère que vous allez bien depuis. Déjà, est-ce que vous m'entendez bien? Si vous pouvez me dire dans le chat si vous m'entendez bien. Je ne sais pas si j'ai bien réglé mon micro comme il fallait. Et dites-moi si c'est un petit peu bas ou pas. Sinon, je remonte un petit peu le micro. Bienvenue. Ah, merci. Ah, un peu bas, Nida? Ouais, bah attends, je vais juste augmenter alors à la rigueur, peut-être d'1 ou 2%. Hop, voilà. Donc, comme je le disais, ça faisait un petit moment que j'avais pas streamé. J'ai profité un petit peu de l'été pour faire la petite pause estivale qui va bien, me reposer. Je suis parti en vacances pendant un mois. Ceux qui me suivent sur Twitter ont dû voir effectivement que j'ai continué à tweeter, mais ça a été beaucoup plus calme sur tout le reste. On va reprendre les bonnes habitudes. Je vais essayer de refaire un stream une fois par semaine, tous les lundis, vers 12h20, entre 12h20, 12h25, quelque chose comme ça. Et puis comme ça permet de laisser la place nette pour l'ami Titi Moby qui stream à 13h en général. Donc je pense qu'aujourd'hui il va streamer. On va voir s'il passe une petite tête par ici tout à l'heure. Donc n'hésitez pas à aller le voir pour ceux qui veulent parler geekery et autre chose en tout genre. Et donc, comme je disais, on va reprendre les bonnes habitudes, on va parler un petit peu actualité tech, et j'aimerais aussi, dans les futurs streams, peut-être aussi changer, rajouter des nouvelles choses, parce que vous le savez, je suis avant tout un codeur, je code beaucoup, donc en C, en C++, je fais aussi du JS, du Rust, tout ça, etc., etc. Et j'ai constaté dans les différents échanges qu'on a sur Twitter assez régulièrement que, par exemple, le C et surtout aussi le C++ ont très très mauvaise presse, je pense pour de mauvaises raisons, à mon avis, et j'aimerais bien lancer de temps à autre des petits streams de live code pour montrer déjà comment coder en C++ correctement et montrer à quel point finalement c'est pas compliqué et que vis-à-vis d'autres langages, finalement, ce qu'on a l'impression qui est compliqué dans ce langage ne l'est pas réellement, et que c'est juste un langage qui est assez généraliste sur lequel on peut faire beaucoup de choses. Donc dites-moi si c'est quelque chose qui vous intéresserait. Ouais, Nida, effectivement, le C fait peur. D'ailleurs, ça me permet de rebondir sur le point que il y a l'excellent Emile que vous pouvez suivre sur Twitter, qui fait aussi des streams, qui a fait beaucoup de streams sur le C, sur Unix, FreeBSD, etc. Il a fait toute une séquence d'initiation en C, de montrer aussi en quoi le C, on peut faire des trucs super sympas. Et ça fait juste peur. Et ça fait peur, pourquoi? Parce que souvent on parle de pointeurs, et les pointeurs ça fait peur. Voilà. Le C++ c'est pareil, dès qu'on parle de C++, la plupart des gens disent « Ah oui, mais le C++ c'est compliqué, il y a la surcharge des opérateurs, il y a l'héritage multiple, tout ça, etc. » En fait, en vrai, c'est pas des vrais problèmes, et au final, ça fait pas plus peur que ça. Au contraire, on peut faire des choses qui sont ultra sympa, ultra facile à implémenter. Et je pense qu'il y a des mécanismes qui sont assez méconnus des gens qui ne pratiquent pas ce langage, comme le RAII. Je vous spoil pas, donc vous irez voir sur internet ce que ça signifie. Mais ce sont des choses qui permettent d'avoir une programmation qui est vraiment structurée, performante et sécurisée d'un point de vue de l'allocation, de la libération de la mémoire, par exemple. Voilà. Donc moi je suis avant tout un codeur C à la base, je pratique aussi le C++ depuis très 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 longtemps, qui est devenu finalement mon langage de prédiction juste après le C. Et au final, quand je bascule sur des langages tels que Rust ou d'autres langages très bas niveau, même par exemple le Go qui reste finalement une sorte de C avec un peu de sucre syntaxique derrière, et je dirais des petites choses qui ont permis que ce soit peut-être plus accessible à une certaine partie de la communauté des devs. Bon finalement c'est pas si compliqué que ça. Voilà. Donc dites-moi si je lancerai un poll sur Twitter pour voir si c'est un sujet qui vous intéresse de faire quelques streams comme ça sur le C++, sans forcément aller sur des trucs ultra compliqués, mais pour démystifier un petit peu tout ce qui est héritage multiple, les templates, la surcharge d'opérateurs, etc. Et de montrer que la plupart du temps, on n'en a pas réellement besoin, et que quand on en a besoin, au final, c'est assez facile à utiliser, c'est assez générique, et que finalement, quand on compare par rapport à des langages tels que Java, etc., finalement, une interface au sens Java du terme, c'est ni plus ni moins qu'une classe abstraite pure en C++, par exemple. Voilà.
Donc voilà, je ferai un petit poll sur le sujet, puis on verra si c'est quelque chose qui intéresse, auquel cas je ferai ça de temps en temps, potentiellement le lundi. Et donc, sans plus attendre, on va passer un petit peu à l'actualité. Et on va passer je vais rebondir donc, sur un tweet qui a été posté ce matin, donc qui a partagé une vidéo. Et ça tombe bien que Nida, tu sois là, parce que justement, ça te concerne. Je sais pas, hop, écran gauche. J'ai l'impression que ça marche plus mon truc, voilà. Donc en fait c'est l'interview, donc c'est une chaîne YouTube, les tutos de processus, qui a lancé une série d'interviews de personnes du métier. Et là pour le coup je reposte cette vidéo puisqu'il y a l'entretien de Nida qui est parmi nous sur ce stream aujourd'hui, que je salue donc au passage. Donc que je trouve très intéressante. Effectivement, j'ai vu passer dans les commentaires qui est peut-être aussi un poil courte, mais je trouve que c'est intéressant de faire des interviews de gens du terrain et de voir un petit peu ce que les gens font au quotidien, parce que parfois on a une image de ce que font les gens au travers peut-être des réseaux sociaux, de la communication qu'on a, mais on ne sait pas exactement finalement chez qui ils travaillent, ce qu'ils font, comment ils travaillent, et puis peut-être aussi leur approche par rapport à la technologie ou les technologies, etc. Donc allez voir la vidéo, elle dure pas très longtemps, elle dure 8 minutes 48, donc c'est assez vite passé, j'ai envie de dire, mais je trouve que c'est intéressant, c'est intéressant d'aller voir ça, et j'ai hâte de voir des interviews d'autres personnes sur cette chaîne, parce que je trouve que ça permet aussi de mieux connaître les personnes. Et je voyais d'ailleurs sur une des réponses au tweet qui a été posté ce matin de cette vidéo, je crois que c'était qui c'était Loïc Blo qui avait posté ça, qui avait dit ça permet aussi de mettre un visage sur un nom ou un pseudo quand les gens par exemple ne postent pas leur photo. Je trouve que ça humanise un petit peu plus le truc, voilà. Donc le tournage c'était pas loin d'1 heure, ouais, c'est toujours comme ça, Nida, c'est souvent on fait beaucoup de rush, on tourne pendant super longtemps finalement pour en garder que 10% ou 15%. Donc mais bon, en tout cas, sache que j'ai trouvé la vidéo assez intéressante. Bon, nous on se connaît déjà parce qu'en plus on s'est déjà rencontrés et on échange déjà pas mal depuis un petit moment, mais pour d'autres, au moins ça permet aussi de voir qui tu es, ce que tu fais dans la vraie vie. Je trouve ça super intéressant. Voilà. Deuxième sujet que je voulais aborder, donc sur l'actualité, c'était dire que pendant l'été, il y a eu quand même quelques informations qui sont intéressantes, qui sont passées, et notamment la sortie du noyau Linux en version 6. Linus Torvalds a considéré que le noyau avait suffisamment évolué et suffisamment avancé sur la version 5 pour considérer que les dernières versions du noyau en version 5, je ne sais plus à combien on est, 5.15, 5.18, je ne sais plus exactement. On était à une telle rupture technologique par rapport au début de la version 5 qu'il était peut-être temps de passer à la version 6. Donc la version 6 est en release candidate depuis un moment. Là, la RC4 a été annoncée hier ou avant-hier, je ne sais plus exactement, ça doit être hier je crois. Donc ça avance, il y a beaucoup de choses qui se rajoutent au niveau du noyau Linux en version 6, notamment sur des supports de pilotes, notamment de cartes réseau, de choses comme ça, aussi sur la virtualisation. Enfin il y a beaucoup de nouveautés, beaucoup aussi de corrections de bugs comme d'habitude. Voilà. Donc le noyau Linux 6 ne sera pas entre guillemets une rupture technologique, on va pas se mentir. Mais en tout cas, c'est une milestone qui est assez intéressante, et donc beaucoup de produits sur le marché, notamment des produits autour de la virtualisation, je vais l'aborder juste après, commencent à sauter le pas et commencent à intégrer les premières versions du noyau Linux 6, parce que bon, ça apporte quand même des choses assez intéressantes. Alors on peut notamment noter que ça ajoute aussi des nouvelles architectures. Alors évidemment, tous les travaux qui ont été faits sur la partie Apple Silicon, donc tout ce qui est Mac ARM pour le coup, et aussi sur les processeurs chinois dont on parle depuis un petit moment, qui commencent à monter en puissance, donc c'est tout ce qui est long arch, etc. Et bien évidemment tout le reste sur la partie RISC-V qui monte aussi fortement en puissance, et que je vous suggère de regarder d'un œil et de garder un petit peu un œil dessus. Et pas que côté microcontrôleur, en tant que microprocesseur généraliste dans les prochaines années. Je pense que c'est quelque chose qui va mettre quelques années à monter en puissance, mais qui pourrait venir titiller ARM un petit peu sur ses plates-bandes dans quelques années. Après, c'est une vision que j'ai, hein, c'est purement boule de cristal, mais voilà.
Donc sur cette partie, voilà, le noyau Linux 6, donc ça va être, je pense, une milestone intéressante, et je crois de mémoire, vous me corrigerez si je me trompe, de mémoire, il devrait être publié officiellement fin octobre, me semble-t-il, de mémoire. Voilà. Donc, ouais, comme tu dis, Nida, curieuse de voir si la nouvelle ISA Longarge est prise en compte. Alors, a priori, oui, j'ai envie de te dire. Mais en tout cas, il y a beaucoup de travaux qui sont faits en ce sens. Et il y a du risque 5, effectivement, qui pointe le bout de son nez. Donc, comme je le disais, c'est une architecture vraiment à surveiller de très, très, très près, je pense. Mais, notamment sur tout ce qui est tous les SBC, les single board computer, type Raspberry, etc. Je pense que ça va exploser de ce côté-là, donc tout ce qui est microcontrôleur, mais plus tard, effectivement, que processeur généraliste 64 bits, voilà, je pense que ça peut être assez intéressant. Alors, pour rappeler, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ça, RISC-V est une architecture, hein, un instruction set architecture, mais qui a la particularité de n'appartenir à aucune entreprise. C'est du hardware libre, donc n'importe qui peut récupérer les specs et l'implémenter sans forcément devoir un coût de licence, par exemple, comme c'est le cas par exemple pour ARM, qui, je le rappelle, est une entreprise qui est fabless, qui conçoit des cœurs de microprocesseurs et qui vend des licences mais qui ne les fabrique pas. RISC-V, c'est comme le logiciel libre, c'est du hardware libre. Chacun est capable de récupérer la définition, la description d'un cœur ou plusieurs cœurs RISC-V, de faire son propre processeur, de le fabriquer sans devoir des royalties. Donc c'est ça qui est super intéressant, et ça intéresse au plus haut point des pays, notamment par exemple comme la Chine ou la Russie, évidemment, sur ces sujets, pour des questions évidentes d'indépendance technologique. Voilà. Pour la suite aussi est sorti pendant cet été, vous l'avez peut-être vu puisque j'en ai parlé, c'est, je sais pas pourquoi mes raccourcis ne marchent plus, donc c'est la sortie de Linux Mint version 21, nom de code Vanessa. Donc Linux Mint, comme vous le savez ou pas d'ailleurs, est une distribution qui est française à la base, hein, qui a été créé par un Français, donc qui existe depuis maintenant des années, et qui, à mon sens, est vraiment une des meilleures distributions desktop qui existent. Et ça, c'est pareil, c'est mon point de vue à moi. Moi, toutes mes machines qui ont un desktop, enfin que ce soit ordinateur portable ou desktop machine fixe, hein, sont sous Linux Mint, parce que franchement, la distribution est vraiment robuste, stable, très user-friendly. En plus, elle propose différents desktops possibles. Moi, j'utilise Mate, mais il y a aussi GNOME de disponible, XFCE, etc. Et donc, cette distribution est sortie donc, pendant l'été en version 21. Donc, il faut rappeler que cette distribution s'appuie sur la dernière Ubuntu LTS systématiquement. Donc là, pour le coup, la 22.04 qui est sortie en avril. Et donc, elle apporte essentiellement des mises à jour, je dirais des mises à jour de paquets, des mises à jour de versions. Il n'y a rien de révolutionnaire dans cette version de distribution. Je dirais le seul truc vraiment notable, d'ailleurs je l'affiche à l'écran, c'est le changement de manager Bluetooth sur le desktop. Ils sont passés effectivement à Blueman, qui est à mon sens beaucoup plus user-friendly et facile à utiliser. Moi j'utilise très peu le Bluetooth, mais c'est vrai que l'ancien gestionnaire Bluetooth n'était pas super user-friendly et un petit peu buggé, on va dire. Voilà. Après, le reste, c'est des évolutions. Il y a des nouveaux subdialers pour des nouveaux formats de fichiers, des améliorations sur les outils de prise de notes, enfin, tout ça, etc. Enfin, il n'y a rien vraiment de révolutionnaire sur cette version, mais on sent que cette version amène, systématiquement, à chaque release de Linux Mint, il y a l'accent est mis sur la robustesse, la facilité d'utilisation, et l'avantage, c'est qu'on peut aussi avoir accès à un bureau qui nous correspond. Moi, Mate, qui est un fork de GNOME 2, je le rappelle, est un type de bureau qui me convient très bien. C'est vraiment l'aspect KISS, Keep It Simple Stupid. Il n'y a pas trop de trucs fancy, donc ça me va très bien, parce que moi, essentiellement, je travaille dans du terminal et j'ai un navigateur ouvert et pas grand chose de plus finalement quand je bosse. Voilà, et puis ça apporte un certain nombre d'outils, je dirais, pour un usage quotidien. Donc pour ceux qui ne le savent pas, sachez-le, moi je suis 100% sous Linux depuis plus de 20 ans. Ça va faire 22-23 ans que j'ai complètement basculé. Voilà, moi Linux Mint, c'est vraiment le desktop qui me correspond, la distribution qui je trouve est la meilleure sur le marché, parce que même si elle s'appuie sur Ubuntu, elle s'appuie sur Ubuntu essentiellement sur les paquets logiciels, pour avoir des paquets relativement frais. C'est ça qui est intéressant, mais pour autant je trouve que
elle reste plus proche finalement d'une Debian quelque part en termes de gestion, enfin de tout ce qui est sous le moteur. Par exemple, la gestion des interfaces réseau, tout ça, etc. etc. Donc on n'a pas la lourdeur de ce qui est devenu Ubuntu, parce que je trouve qu'Ubuntu est devenu vraiment très très lourd à utiliser. La configuration du réseau, lorsqu'on fait vraiment du système, je trouve que c'est très lourd et c'est pénible. Là, je trouve qu'on est plus en terrain inconnu, c'est plus proche d'une Debian en mode keep it simple stupid. Hey, salut Sebi, bienvenue. Et donc voilà. Donc pour ceux qui n'ont jamais testé Linux Mint, bah, allez-y, hein, installez-la dans une VM, testez. Voilà. Ouais, comme tu dis, Nida, Ubuntu vient avec beaucoup de bloatware, ça installe beaucoup trop de choses. Voilà. Linux Mint, on prend le truc, on l'installe. L'avantage, c'est qu'en plus, ça fonctionne out of the box. Le plus souvent, j'ai eu moins de problèmes, et des personnes dans mon entourage ont eu moins de problèmes en installant Linux Mint qu'en installant Ubuntu, qui en plus vient avec son propre bureau qui est très inspiré de macOS, mais c'est un truc un peu bâtard entre les deux. Moi, je suis pas trop fan. Voilà. Et comme le dit utilisateur, j'allais y venir. Il y a Linux Mint Debian Edition, donc la LMDE. Alors, la Linux Mint Debian Edition existe aujourd'hui, elle est utilisable, hein. Elle ne s'appuie pas donc sur Ubuntu, mais s'appuie sur une Debian, sur la dernière Debian stable, donc qui est la Debian 11, qui est Bullseye. Et pourquoi est-ce qu'ils maintiennent deux versions différentes? Bah, c'est le jour où Linux Mint, si jamais un jour Linux Mint a des problèmes avec Ubuntu, comme par exemple ils ne sont pas du tout d'accord sur l'utilisation, sur la mise en place par exemple des paquets Snap, c'est pour ça que dans Linux Mint notamment, il n'y a aucun paquet Snap par défaut. Snap a été complètement expurgé du système. On peut le réinstaller évidemment, mais il ne vient pas par défaut, et ça je trouve ça bien. Je préfère utiliser des paquets Debian. Si jamais il y a un changement qui est fait au niveau d'Ubuntu qui ferait que Linux Mint serait en danger, il pourrait basculer automatiquement sur la Debian, et donc c'est pour ça qu'ils maintiennent une deuxième version en parallèle qui est tout à fait utilisable, hein. Elle est bonne pour la prod, et c'est une rolling release. Voilà, donc sachez que si jamais un jour il y a un problème, cette distribution n'est pas prête de mourir, et elle existe déjà depuis des années, elle est très robuste, très bien maintenue, et voilà, je pense qu'il y a une distribution qui tient le haut du pavé dans la distribution Linux, à mon avis. Donc tout ça pour dire que moi j'utilise Linux Mate, hein, mais bon, si vous préférez GNOME, vous pouvez utiliser GNOME, XFCE, il y a KDE, enfin voilà, vous avez différentes flavors que vous pouvez télécharger, et ça s'installe. Vous téléchargez ISO, mettez ça sur une clé USB, vous l'installez, ça s'installe en quelques minutes, surtout si vous avez un PC un peu récent, en moins de 5 minutes c'est installé, ça fonctionne. Sur les news suivantes, j'en ai parlé ce matin de mémoire. Je voulais juste parler de VirtualBox très rapidement. Il y a une nouvelle version de VirtualBox, la 638, qui est sortie, donc qui, pareil, n'est pas une version extrêmement révolutionnaire, loin s'en faut, qui apporte essentiellement des corrections de bugs, mais qui permet de reboucler sur le premier sujet de tout à l'heure, qui apporte un support préliminaire du noyau Linux en version 6. Donc c'est une version intermédiaire, donc vous n'avez pas forcément besoin de l'installer là tout de suite de façon urgente, hein. Elle ne corrige pas des gros problèmes ou des bugs de sécurité, des failles de sécurité plus que ça. Et voilà, donc elle apporte des petites évolutions. Donc voilà, je vous le mettais là, c'était juste pour vous dire que le support préliminaire du noyau Linux en version 6 est dedans, et ça va continuer à avancer comme ça. Moi j'ai utilisé VirtualBox pendant un certain temps, pendant quelques années, et depuis un petit moment, hein, depuis quelques années, j'utilise essentiellement sur mes machines VirtManager, qui est beaucoup plus intégré sur un Linux desktop. Donc VirtManager se base sur QEMU et KVM, donc c'est totalement intégré par exemple un Linux Mint ou Ubuntu. Il vous suffit de faire sudo apt-get install, ou prenez votre gestionnaire de graphique pour installer le paquet, et vous avez fait apt install VirtManager, et donc c'est un gestionnaire de machines virtuelles qui vous permet, à l'instar de VirtualBox, de créer des machines virtuelles, de pouvoir les cloner, les démarrer, avec plein d'outils en ligne de commande qui sont très pratiques. Par exemple VirtInstall, que l'on voit ici, hop, je vous le mets ici en surbrillance. VirtInstall, qui est une petite commande en ligne de commande qui permet de créer très très facilement en une seule ligne des machines virtuelles. Vous avez VirtViewer qui vous permet donc de vous connecter forcément à la console, soit VNC ou autre protocole, d'ailleurs Spice notamment, puisque j'utilise Spice par exemple sur mes hyperviseurs Proxmox. Donc ça vous permet de vous connecter aux écrans, aux consoles de vos machines virtuelles, VirtClone, etc., etc. Sachant que de toute façon, VirtManager est un logiciel. Je vais vous le montrer, hop, ici. Je vais le... Alors,
Je demande juste un instant, je le lance. Voilà. Alors, il a disparu, il est là. Voilà. Virt Manager est aussi un logiciel graphique. Hein. Vous avez toutes vos machines qui sont référencées. Vous pouvez les démarrer. Là, vous voyez que j'ai une VM Windows que j'ai dû créer à un moment donné pour résoudre un problème. Vous pouvez faire nouvelle machine virtuelle et ensuite il suffit de suivre le mode opératoire si vous êtes plus adepte du click and play, on va dire. Ça reste comme VirtualBox, fait une nouvelle machine virtuelle, on va lui fournir un média d'installation, etc., etc. Et vous allez mettre le nombre de cœurs que vous voulez mettre à la machine virtuelle, la mémoire, tout ça, tout ça, tout ça. Après, une fois que la machine elle est créée, vous faites démarrer la machine, vous double-cliquez dessus, vous vous connectez dessus, et ça fonctionne comme VirtualBox. Moi, l'avantage que je trouve par rapport à VirtualBox, c'est que c'est beaucoup plus intégré à Linux, parce que Virt Manager fonctionne, c'est Red Hat qui a développé ça il y a quelques années. Sebi me corrigera si je me trompe. Voilà, donc c'est très intégré, je dirais, aux distributions Linux, beaucoup plus intégré que les VirtualBox, parce que VirtualBox a l'avantage d'être multiplateforme, mais c'est quelque part aussi son inconvénient. Du coup, je le trouve un peu moins intégré, je dirais, au système. Voilà. Là, l'avantage, c'est qu'avec Virt Manager, je trouve que en termes de consommation de ressources, etc., c'est un peu moins lourd, et je trouve que ça fonctionne bien mieux. Voilà. Après, c'est par rapport à mon usage qui, en effet, chacun trouvera son compte sur les différents logiciels. Donc, je ne sais pas si vous, dans l'audience, vous êtes habitué à utiliser ou pas Virt Manager, ou si vous connaissez ou pas. Si vous ne connaissez pas et que vous travaillez sous Linux, et que d'habitude vous utilisez donc VirtualBox, n'hésitez pas à faire apt install ou yum install ou ce genre de choses, selon votre distribution, Virt Manager, et de le tester, vous verrez, je pense que vous serez assez agréablement surpris. Voilà. Alors, en général, les problèmes sont liés à la gestion des IO qui est encore souvent dans QEMU. Ouais, oui, c'est vrai, oui. Voilà. Tu utilises son poste uniquement via Virt Manager. Ouais. Ouais, moi depuis quelques années, je suis passé à Virt Manager, et je trouve finalement bien meilleur que VirtualBox. Moi, ce que je dis, l'avantage de VirtualBox, c'est que pour des gens qui ne sont pas exclusivement sous Linux, c'est plutôt pas mal, parce qu'il est multiplateforme, donc on peut s'échanger peut-être plus facilement, je dirais, les machines virtuelles entre quelqu'un qui est sous Linux, sous Windows, ou voire sous Mac, mais je sais que sous Mac, VirtualBox fonctionne pas terrible, il y a quand même de gros problèmes de perf. Ensuite, Virt Manager, on en a parlé, et je vais arriver donc sur le dernier, je vais fermer quelques onglets, sur le dernier sujet dont j'ai parlé, je ne sais plus, hier ou avant-hier. C'est le sujet, je vais vous afficher ça à l'écran. C'est le sujet de Microsoft. Microsoft qui a décidé d'arrêter l'application Teams en tant qu'application standalone sous Linux. Je ne vais pas dire que ça me désespère, parce que je suis pas un très grand fan de Microsoft. Je trouve que par contre, ils ont fait beaucoup de choses pour l'open source ces dernières années, contre toute attente, parce qu'il y a 20 ans, c'était pas du tout parti pour. J'étais agréablement surpris quand, je crois que c'était en fin 2019, peut-être novembre ou décembre 2019, ils avaient mis à disposition en preview Teams sous la forme d'une application standalone. Alors on va pas se mentir, qui reste une application, c'est une encapsulation Electron, c'est une application Electron, donc c'est entre guillemets c'est du web dans une fausse application, mais malgré tout, je trouve que cette application faisait le job et répondait moi à mon besoin, sachant que je suis 100% sous Linux. Alors il y en a plein qui me disent oui, mais t'as qu'à utiliser tel autre soft, tel autre soft, tel autre soft. Alors moi, en tant je suis directeur technique CTO de ma boîte, on a pris le parti d'utiliser pour plein de raisons la suite Office 365, et notre outil d'échange est Teams. Et effectivement, pour moi, je suis professionnellement obligé d'utiliser Teams pour pouvoir échanger avec les autres personnes. Et je trouvais que même si l'application qui était fournie standalone était perfectible sous plein d'aspects, parfois il y a des petits problèmes de consommation de ressources, etc. Mais sur ma machine, qui est un Dell XPS 13 avec un Core i7, ça fonctionnait toujours très bien. Il y a vraiment que 2-3 fois j'ai eu vraiment un gros crash, mais sans plus. Globalement, elle fonctionne bien, elle répond à mon besoin de pouvoir échanger par Teams avec mes petits camarades. Donc Microsoft a pris le parti d'arrêter
la distribution de cette application, donc ça prendra effet au mois de décembre, a priori, et ils vont le remplacer par une Progressive Web App, qui fonctionnera évidemment que sous Chrome, enfin ou Chrome ou tous les moteurs qui sont basés sur Chromium, ce qui m'ennuie profondément parce que moi je suis utilisateur de Firefox. Chrome, je refuse de l'utiliser. Edge, évidemment, je refuse de l'utiliser puisque je ne suis pas sous Windows et même si le fournisseur Linux, je refuse d'installer Edge. Donc j'ai un Chromium qui est installé sur ma machine pour des cas très ponctuels, donc ça veut dire que je vais devoir avoir un Chromium qui va être ouvert en permanence sur Teams, et je trouve que on perd un peu le côté d'avoir une application en standalone qu'on peut éventuellement minifier et avoir dans la barre de notif uniquement, ce genre de choses, etc. Donc, bon, il existe des outils qui permettent d'encapsuler ça dans une pseudo-application, et l'avantage c'est que notamment dans Linux Mint, il y a une application qui permet de faire ça, qui permet d'encapsuler je dirais une page web, une application web directement dans une application desktop, et qu'elle ait son propre, je dirais sa propre session. Mais bon, c'est quand même un contournement pour lequel je suis pas méga fan. Je trouve ça vraiment dommage. Alors que Microsoft se targue de dire qu'ils aiment Linux depuis longtemps et qu'ils adorent maintenant les utilisateurs de Linux, bah, ça montre bien à quel point bah, finalement ils se foutent des utilisateurs sous Linux, même si on représente que, j'en sais rien, 1,5 ou 2% des utilisateurs dans le monde. Et que je pense qu'il y a deux aspects pour lesquels ils ont fait ce choix. Il y a un aspect technique. Je pense qu'ils ont beaucoup de mal à maintenir les applications sur toutes les plateformes. Il y a une application mobile, il y a une application pour Mac, il y a une application pour Windows. Je pense qu'il y a même 2 ou 3 versions qui existent pour... Il y a 2 versions qui existent pour Windows, une version pour les pros et une version pour les non-pros. Enfin bref, c'est l'enfer. Mais ils n'ont pas réussi, c'est étonnant avec leur force de frappe, à unifier tout ça, à faire une application qui soit globalement assez multiplateforme. Et au final, ils cut Linux. Je trouve ça dommage, et je pense qu'en plus il y a une deuxième, il y a un deuxième effet qui se coule. J'ai le sentiment qu'ils veulent faire en sorte que les applications soient disponibles plutôt sous Windows, et comme ça leur permet de garder les utilisateurs sous Windows, sachant qu'ils utilisent le Linux subsystem pour Windows. Voilà. Bon, après là, pour moi c'est pareil, je fais des suppositions qui sont peut-être pas justifiées, mais voilà. Je trouve ça dommage. Voilà. En tant qu'utilisateur, je trouve ça dommage, même si je ne suis pas fan de Teams, même si je ne suis pas fan de produits Microsoft, mais professionnellement j'en ai besoin, et ça me permettait d'avoir une certaine interopérabilité avec les utilisateurs par le biais d'une application qui soit standalone, et pas par le biais d'un navigateur que je n'utilise pas, sachant que les PWA, je le rappelle, ne sont pas standardisés. Ça, c'est un problème. Ça n'existe, ça a été poussé par Google, pour l'instant c'est pas standardisé. Il y avait un début de support de PWA il y a quelques temps sous Firefox, ils ont décidé de le retirer pour plein de raisons, des raisons qui sont assez justifiées d'ailleurs. Et du coup, Teams alors fonctionne sous Firefox, sauf le son et la vidéo. Donc en fait, pour avoir le son et la vidéo, on est obligé d'utiliser soit Chrome, soit Chromium, soit Edge. Edge avec le moteur Chromium, évidemment. Ou en tout cas n'importe quel moteur qui se base sur Chromium. Et je trouve ça dommage parce que quelque part, on commence à... Déjà, Firefox a perdu énormément de parts de marché, et on commence à avoir finalement un web qui n'est représenté que par Chrome et Chromium. Et je trouve ça dangereux. Je trouve ça dangereux parce que finalement, le web, si on va un peu au bout de la pensée, quelque part, devient presque la propriété de Google. C'est lui qui a le droit de vie et de mort sur tout ce qui doit être standardisé, pas standardisé, et comment ça fonctionne. Donc ça empêche l'interopérabilité avec d'autres choses, sachant que, je rappelle, les PWA ne sont pas un standard. C'est quelque chose comme par exemple le web USB qui n'existe que sous Chrome et Chromium, qui apporte potentiellement des risques en termes de sécurité. C'est un point d'ailleurs dont on avait déjà discuté avec Titimobi il y a quelques temps, et malheureusement, voilà, donc Google n'en fait qu'à sa tête, et puis ça renforce finalement la position de Chrome sur le marché. Je trouve ça dommage. Dommage toujours pour les utilisateurs pour le coup. Voilà. Donc Teams en mode web, c'est moins gourmand que le client lourd, une usine à gaz. Alors ouais, c'est peut-être moins gourmand, mais encore une fois, moi je le dis par expérience personnelle, sur ma machine, c'était pas tellement gourmand que ça sur ma machine, et franchement ça fonctionnait plutôt bien, je dois l'avouer. Alors oui, il n'y avait pas les fonctionnalités avancées comme flouter l'arrière-plan, etc. Mais ça, franchement, j'en ai rien à cirer, c'est pas le truc qui m'intéresse. Mais très honnêtement, je préfère avoir un client lourd pour ce type d'application que d'avoir deux navigateurs web ouverts. Voilà, ça c'est
Alors, il y en a qui me diront, ouais, mais t'as qu'à passer à Chrome ou à Chromium, mais moi j'ai pas envie parce que je me retrouve plus dans Firefox. Je trouve que Firefox est bien meilleur sur plein d'aspects. Voilà. Voilà pour ça, pour un petit peu pour les news que je voulais vous partager aujourd'hui. Alors Teams fonctionne sur Firefox pour le son, mais pas la vidéo. Ouais, tu as raison, Stéphane. Alors des fois, bizarrement, il y a des trucs qui ont fonctionné peut-être pour la vidéo, mais de toute manière, ce qui a décidé de Microsoft, c'est de faire en sorte qu'il n'utilisera que des fonctionnalités qui sont disponibles sous Chromium et il ne fonctionnera de toute façon plus sous Firefox. Hormis la partie chat et la partie Teams hors audio et vidéo fonctionnera, mais pas la partie chat et visioconf. Voilà. Donc c'est comme pour les mails, si t'as pas Gmail, t'as perdu. Ouais, oui, c'est vrai, tout à fait. Gmail, et d'ailleurs ça permet de rebondir sur un tweet que j'ai vu passer ce matin de quelqu'un, je vais essayer de le retrouver, de quelqu'un qui se lamentait parce qu'il faisait de l'auto-hébergement de courriel depuis plus de 20 ans. Et comme ces messages électroniques finalement n'arrivaient de moins en moins dans les boîtes qui sont gérées par Microsoft ou par Google, cette personne a décidé de ne plus s'auto-héberger son courrier. Et donc au final on se rend compte que le marché finalement, et notamment le marché de la messagerie électronique, de l'email, ne va être détenu que par une poignée de ténors du marché, dont Google. On va pas se mentir, Gmail représente, c'est le plus gros poids de gestion de courrier électronique sur le marché, Microsoft derrière et quelques autres acteurs qui en font leur business. Voilà, oui, le tweet en question. Ah, merci de me l'avoir retrouvé. Je vais l'afficher. Hop. Alors, je vais vous conseiller d'aller lire ce thread. Il faut juste que je l'affiche. Toc, copier le lien. Alors, et je le colle ici. Voilà, et je vous affiche ça. Voilà, donc n'hésitez pas à aller cliquer sur le lien qui a été partagé dans le chat. Je trouve ça dommage que finalement on ne puisse plus aujourd'hui, et je suis le premier déçu parce que moi aussi j'ai fait pas mal d'auto-hébergement de boîte mail pendant un petit moment, et pareil j'ai lâché l'affaire parce qu'aujourd'hui ça devient impossible de gérer son propre domaine email et ses propres échanges email. C'est devenu impossible. On se retrouve sur des listes grises ou des listes noires, les mails n'arrivent pas, ou au mieux ils arrivent dans les spams. Enfin, c'est très compliqué de pouvoir aujourd'hui héberger son propre serveur de mail, et donc d'être quelque part détenteur de ses propres datas. Donc maintenant on est obligé de les mettre chez des fournisseurs externes, et même les fournisseurs d'accès, par exemple tels que Free, Orange, etc., de plus en plus, et moi je me rends compte parce que j'ai un compte Free, de plus en plus j'ai plein de mails qui soit n'arrivent pas, soit sont mis dans les spams, etc. Et donc je pense que même les fournisseurs d'accès, d'ici quelques années, ne seront même plus en mesure de donner à leurs clients une boîte mail qui fonctionne. C'est un peu ma crainte sur le sujet, et malheureusement c'est quelque chose que je ne vois pas. Je vois pas comment on peut lutter contre ça, et comment on pourrait faire en sorte, enfin à moins qu'il y ait un poids légal qui soit mis de la part des gouvernements en disant bon voilà, il faut autoriser enfin même obligé d'avoir l'interopérabilité. Aujourd'hui tout est fait pour que justement tout le monde prenne sa boîte sur Gmail ou Microsoft ou autre chose, etc. Donc ça c'est vraiment dommage, parce qu'en plus ces gros fournisseurs d'accès bloquent carrément des pans entiers de blocs IP, etc., etc. Et donc en auto-hébergeant ses mails ou en gérant soi-même ses mails, on se retrouve avec des mails qui n'arrivent pas. Donc, et puis c'est difficile à savoir parce qu'au final, on n'est même pas notifié sur le fait que nos mails ne sont pas remis aux personnes. Voilà. Donc ça, pareil, je remettrai le lien. De toute façon, le replay sera disponible sur YouTube, et je mettrai le lien évidemment dans la description. Et voilà, donc je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Je suis très content de vous avoir retrouvé, ça fait plaisir. Donc là on fait une petite reprise un petit peu en douceur, hein, et
Et comme je vous disais, je vais lancer un poll et je verrai si faire du live coding, par exemple sur du C, du C++, ou peut-être d'autres choses aussi après, ça intéresse. Auquel cas, j'essaierai de faire ça, mais pareil, en mode tranquille. Hein. L'idée, c'est pas de se faire exploser la tête, comme ça. C'est d'essayer d'aborder un petit peu certains langages qui paraissent un peu difficiles parfois, parce qu'on a une mauvaise vision, parce que parfois une mauvaise connaissance de la technologie, de montrer au final que c'est pas si compliqué. Voilà. Bah, écoutez, je vais vous laisser là. Je pense que l'ami Titi Moby doit streamer d'ici peut-être 5 minutes sur sa chaîne, donc je vous encourage à aller le voir. Je suis sûr qu'il a encore plein de trouvailles qui va nous partager et de quoi faire chauffer sa carte bancaire. Et puis de l'assembleur risque 5, ah ouais, ça faudrait. Alors j'ai pas encore trop regardé de ce côté-là, mais oui, ça pourrait être intéressant, effectivement. Ah, tu mise à jour OBS, Titi. Mais tu streams ou pas alors, Thierry? Est-ce que tu streams juste après? Qu'on sache si on doit venir chez toi. Ah, d'accord. Donc à 13h. Bon, bah c'est parfait. Donc ça donne 5 minutes à Thierry pour se préparer. Puis bah, on se rejoint là-bas. Et puis moi, je vous dis bonne journée, bonne semaine. Bye bye. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.